Bonjour à tous. Désolé pour ce petit moment technique. Euh, Est-ce qu'on attend un petit peu qu'il y ait plus de monde qui arrive? Il y a déjà 16 spectateurs. Magnifique. Bonjour. Merci à tous d'être là. Bonjour. En midi 1, on attend midi 3 à 4. Ouais, impeccable. Merci beaucoup. Donc là, le partage est bien mis, hein. Oui, Ok. tout à fait. Et notamment, merci à tous, déjà 25 spectateurs. On attend encore une ou deux petites minutes pour commencer. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Maximum de personnes d'arriver. Bon. Alors, 29 spectateurs, on va peut-être pouvoir commencer. Voilà. Ouais. Euh, Bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire qui consiste en la présentation du guide Comment assurer une gestion durable de la biodiversité dans les projets d'aménagement. Donc, un guide qui a été rédigé par Humanité et Biodiversité par moi-même. Donc, je me présente Étienne Jonin, donc je suis chargé de mission transition écologique et biodiversité au sein d'Humanité et Biodiversité. Et rédigé aussi en partenariat avec Annabelle Francojean, donc fondatrice d'Être et Avoir, pour reconnecter la nature, l'économie et l'humanité. Donc, une espèce de conseil, de formation, qui fait des ateliers d'intelligence collective, qui permet une expérience de la nature et le coaching des bilans de compétences à impact. Donc, tout ça pour les collectivités, les entreprises sur la biodiversité, dans le cadre de la RSE, tout ça. Annabelle, j'espère que Merci j'ai bien Étienne. fait mon introduction. Donc, on est accompagné aujourd'hui de Adrien Selvert, donc, qui est responsable du Bonjour. département Espace Vert chez Domitis. Donc, Domitis, qui est une entreprise de résidence senior, qui est partenaire d'Humanité Biodiversité, notamment pour la mise en place des oasis nature. Et Adrien, en fin de webinaire, pourra vous présenter un peu comment ça se passe, cette mise en place dans le cadre de leurs aménagements. Donc ce guide, donc, il a été rédigé dans le but d'offrir aux entreprises, aux promoteurs immobiliers, mais aussi aux collectivités, aux entreprises donc, de gestion de projets d'aménagement, euh, un guide, un peu un panel d'outils pour permettre cette gestion de la biodiversité. Et le mot important, c'est durable, donc avec c'est vraiment cette volonté, cette vision de toutes les mesures prises pour la biodiversité, qu'elles durent dans le temps, de manière pérenne. Donc voilà, on va vous présenter un peu tout ça. Euh, en sommaire, l'idée là au début, donc ça va vous faire une introduction un peu sur comment la biodiversité et le projet d'aménagement s'entremêlent, sont liés, comment la biodiversité est importante dans ces projections-là, avec une vision un peu globale. Puis en trois parties, donc en découpé sur le modèle du guide. Donc une première partie donc sur prévoir la gestion de la biodiversité dès le début du projet. Donc vraiment expliquer qu'il faut mieux connaître l'état de la biodiversité pour pouvoir être en capacité de réduire les impacts du projet dès l'amont.
Ensuite, une deuxième partie sur donc vraiment le dur là, pour les outils pour cadrer cette gestion de la biodiversité afin d'intégrer la biodiversité sur du projet sur le long cours. Et enfin, une dernière partie sur l'idée de faire vivre le projet, favoriser l'épanouissement de la biodiversité sur le long terme avec les parties prenantes en interne, en externe. Donc, pour l'introduction, je vais laisser Annabelle vous présenter ces éléments. Merci. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par un bref rappel du contexte actuel. Les graphiques que vous voyez sont issus de travaux de chercheurs publiés en 2015 intitulés Trajectoire de l'Anthropocène, la grande accélération. En fait, on voit à travers ces courbes que depuis l'ère industrielle, il y a un ensemble d'indicateurs qui est lié au système Terre, comme là c'est à gauche la concentration des gaz à effet de serre, l'augmentation des températures, l'acidification des océans, la perte des forêts tropicales. On voit qu'elles sont en croissance exponentielle, tout comme des indicateurs socio-économiques avec l'augmentation de la population, la consommation d'énergie primaire, l'utilisation de l'eau, le tourisme international, par exemple. Donc, on voit qu'il y a une augmentation rapide et exponentielle des impacts des activités humaines sur la géologie, l'environnement, le climat, les écosystèmes terrestres. Et ces graphiques, ils peuvent être mis en parallèle avec les limites planétaires. Les limites planétaires ont été élaborées par le Stockholm Resilience Center. Elles correspondent aux éléments qui sont principalement en cause de l'équilibre de notre système Terre et qui permet d'avoir, par exemple, une bonne qualité de l'eau, de l'air, les grands cycles de l'eau, les courants océaniques, etc., qui sont à l'équilibre. Lorsque ces limites, elles sont dépassées, les scientifiques nous alertent sur la capacité du système Terre à se régénérer et donc à maintenir des conditions de vie sur Terre satisfaisantes. À ce jour, on a 6 limites sur 9 qui sont dépassées. Dans ce contexte, le poids des activités économiques est évident. Ça nous oblige à repenser nos modèles de développement et par conséquent à revoir davantage la prise en compte des ressources naturelles, des écosystèmes et des cycles du vivant dans notre économie. Donc pour cela, il y a les exigences internationales, européennes et nationales qui se précisent pour les acteurs économiques. Donc, même si la taille de votre entreprise fait que vous n'êtes pas assujetti à ces obligations sur la biodiversité, eh bien, vous allez sans doute être confronté à devoir quand même rendre des comptes sur la biodiversité, parce que les grandes entreprises vont vous demander des comptes pour elles-mêmes remplir leur reporting extra-financier. Donc, progressivement, les entreprises vont devoir connaître les impacts et les dépendances qu'elles ont par rapport à la biodiversité, être capables de proposer des actions pour réduire ces impacts, ces dépendances, et même aller au-delà en régénérant et en générant des impacts positifs. Et bien entendu, les entreprises vont devoir être capables de reporter, de suivre leurs actions et d'être transparents sur ces impacts pour y remédier. Alors, il y a certains secteurs d'activité qui sont plus impactants pour la biodiversité, comme l'agriculture, la foresterie, la pêche et notamment aussi le secteur de l'immobilier et de la construction. Le secteur de l'immobilier et de la construction a notamment un impact sur l'artificialisation des sols et la fragmentation des habitats, qui est, je le rappelle, la première cause d'extinction de la biodiversité. Mais le secteur de l'immobilier a aussi des impacts sur les ressources naturelles, l'eau, l'énergie, les matières premières, sur des pollutions accidentelles de l'eau, de l'air ou des sols, et sur les émissions de gaz à effet de serre. Merci Annabelle. Du coup, je reprends la main. Je vais aussi oublier de vous proposer en introduction de ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat. Merci. Moi, je vais vous faire un rapide rappel sur une politique intéressante qui concerne directement les promoteurs immobiliers, qui est le fameux zéro artificialisation nette, qui est une thématique qui tient cœur à Humanité Biodiversité qu'on porte depuis plusieurs années maintenant, et qui a été mis en place dans la loi climat et résilience de 2021. Et du coup, cet objectif, qui en fait est double, il se met en double dans le temps.
Donc tout d'abord, une vision de diviser par deux la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente. Donc en fait, ça suppose une enveloppe d'environ 120 000 hectares à se répartir entre les territoires. Donc cette répartition, elle se fait vraiment au niveau local, dans les régions, donc au sein des documents qui s'appellent les SRADET, on en reparlera tout à l'heure, puis au niveau des communes. Et cet objectif-là, il est double aussi parce qu'il y a une deuxième partie entre 2031 et 2050, qui est en fait l'atteinte du fameux zéro artificialisation nette à proprement parler, c'est-à-dire avoir autant ou plus de surfaces renaturées que de surfaces artificialisées, avec une réduction, bien sûr, sur le long terme, jusqu'à 2050. En fait, je vous parle de cet objectif parce que il est primordial pour nous et parce qu'il est un petit peu remis enfin, si ce n'est en cause, un peu bousculé ces derniers temps. En fait, il y a eu une loi en juillet 2023 pour la mise en place effective, la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, qui était primordiale, hein, qui était une demande des élus. Mais dans cette loi, on voit qu'il y a eu on n'est pas revenu sur cet objectif, mais quelques éléments qui peuvent un peu le rendre un peu moins fort. Si ce n'est, il est quand même toujours existant. Malgré tout, depuis le mois dernier, il y a eu un rapport du Sénat qui vise un peu à remettre en cause la mise en œuvre du ZAN, notamment en remettant en cause l'objectif à 2031. Et on attend une proposition de loi qui devrait arriver par le Sénat dans les prochaines semaines, qui nous inquiète un petit peu. Et dans le discours de politique générale du Premier ministre, là, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, on a vu qu'il a pu avoir des propos un peu durs envers le zéro artificialisation net. Donc, l'avenir du ZAN est un peu remis en question. Et notamment, on le voit aussi au sein du projet de loi de finances 2025 qui est en train d'être discuté au Parlement, où on voit déjà des baisses de financement donc, du programme 113, donc c'est notamment les financements de la stratégie nationale biodiversité et des baisses de financement du fonds vert, qui est le fonds hein, destiné aux collectivités territoriales et à leurs partenaires pour notamment la mise en place d'aménagements territoriaux. Euh, Nous, on propose tous les ans hein, des mesures pour lutter contre l'artificialisation au sein de la fiscalité, donc comme des suppressions de taxes, des incitations fiscales à protéger, à lutter contre l'artificialisation, et on voit qu'elles sont quasiment jamais reprises. Donc en fait, on voit que ce ZAN, il est un peu en danger. Et c'est pour ça notamment que bah, les entreprises peuvent, de manière volontaire, plutôt que par obligation légale, mettre en place des mesures pour protéger la biodiversité à leur échelle. Donc, c'est pour ça que donc là, on va rentrer dans la présentation du guide à proprement parler. Notamment l'idée de la première partie, de prévoir la gestion de la biodiversité dès le début du projet. Donc, dans cette première partie, on met en place un peu, on présente un ensemble d'outils qui sont utilisables dès le début du projet pour mieux connaître la biodiversité. Donc, on ne va pas rentrer en détail dans tous les outils, hein, c'est pas pareil pour les autres parties parce on manque de temps, mais on va revenir rapidement sur différents éléments. Donc voilà, on connaît l'état écologique du site, connaître les enjeux locaux, connaître les différents financements qui peuvent exister. Donc, connaître l'état écologique du site, Annabelle, je vais prendre la parole. Donc là, on est en dehors des études réglementaires d'impact, par exemple. Donc, ce qui est important, c'est de savoir dans quel état est la biodiversité sur le site dès le début. Donc, on va faire un diagnostic en regardant notamment la patrimonialité du site. Donc, les espèces patrimoniales, ce sont des espèces, est-ce qu'il y a des espèces protégées, des espèces menacées, des espèces rares ou des espèces ayant un intérêt scientifique ou symbolique particulier. L'autre chose, ça va être de regarder quelles sont les principales fonctionnalités écologiques du sol. Quelle est la composition du sol? Est-ce que dans le site, comment le site s'inscrit au paysage? Est-ce qu'il est dans un corridor écologique? Est-ce qu'il va pouvoir permettre le déplacement des espèces? Voilà à peu près les grandes questions d'un diagnostic de biodiversité. Pour cela, il y a différents outils. Il y a des inventaires naturalistes. Il y a aussi l'IQE, l'indice de qualité écologique. Ça repose sur un inventaire de terrain, donc pour des terrains entre 10 et 100 hectares. Un inventaire relativement complet qui va être fait sur 6 jours non consécutifs par des naturalistes confirmés
et qui vont permettre une évaluation de la qualité écologique de l'ensemble du site. Le résultat va se présenter sous forme de diagramme radar sur donc patrimonialité, fonctionnalité et diversité du site. L'IQE va aussi donc donner des préconisations d'aménagement et de gestion pour conserver et favoriser la biodiversité. On a aussi un indicateur, par exemple le CBS, donc le coefficient de biotope par surface, qui va donner, qui va permettre de mesurer la part des aménagements favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale. On a un autre outil, par exemple, qui s'appelle le CBS+. Lui, cet outil, il va aller plus loin sur la qualité des aménagements, la qualité déjà des habitats qui sont favorables à la biodiversité et il va aider, guider les professionnels dans les aménagements favorables à la biodiversité sur le site ou sur un bâtiment. Ça se présente sous forme de tableau Excel à remplir. Donc ces outils IQE ou CBS vont donner, une fois qu'on les a faits, des indications, des préconisations d'aménagement et de gestion pour cette biodiversité. Ensuite, tu peux passer. Oui. Il y a des enjeux locaux à connaître. Les enjeux locaux, c'est tous les enjeux qui vont être plus de l'ordre réglementaire ou de planification au niveau local. On a ce qu'on appelle la SRB, la stratégie régionale de biodiversité. En fait, c'est tout simplement les déclinaisons de la stratégie nationale biodiversité dans les territoires. La loi de 2016 pour la biodiversité oblige aux territoires de mettre en place ces SRB. On voit qu'il y a aussi beaucoup de COP régionales qui permettent de relancer des actions sur le territoire. C'est intéressant de se renseigner sur ces existences-là au niveau du territoire. Et surtout, les grands textes à connaître, c'est au niveau local. Ce sont les SRADET, le schéma régional d'emménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. C'est le document vraiment de planification à l'échelle régionale qui va s'intéresser aux thématiques de l'équilibre, de l'égalité du territoire, le sujet d'artificialisation des sols comme on a vu plus tôt, les implantations d'infrastructures de transport, bon, tous les grands sujets qu'il faut connaître au niveau régional. Et ce sera d'être, il se découpe aussi au niveau plus local encore, donc au niveau des collectivités, des EPCI et des communes. Évidemment, le texte très important à connaître, c'est le PLU, qui intègre vraiment les éléments importants de travers bleu, l'orientation de l'aménagement au niveau du territoire, les différentes normes au niveau de l'habitat. C'est des documents vraiment à connaître qui sont très importants avant d'engager un projet d'aménagement, bien sûr. Euh, on a des données locales qui peuvent exister, qui peuvent être trouvées. Donc, notamment, ça existe des communes qui font des atlas de la biodiversité assez détaillés pour connaître un peu la biodiversité existante sur le terrain. Et on a les inventaires nationaux du patrimoine naturel, qui sont des inventaires du Muséum national d'histoire naturelle qui sont en libre accès et qui permettent de connaître un peu mieux la biodiversité sur le terrain. C'est important aussi d'étudier l'histoire du site, connaître un peu ce qu'il a été, la typonymie. On peut aussi retrouver dans les actes notariés, les baux ruraux, un peu comment le site était utilisé auparavant dans les décennies, les siècles précédents, ce qui permet un peu d'avoir une connaissance potentiellement sur la pollution qui existe sur le terrain, qui est vraiment important avant de commencer un aménagement. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir une vision un peu holistique de la biodiversité, du sol, du paysage au niveau du site. Donc, hop, donc Et donc, il y a aussi des outils qui ont été développés pour vraiment aider les aménageurs à toutes les étapes que ce soit la conception, le chantier ou la gestion pour un projet d'aménagement, pour intégrer la biodiversité. Là, tu peux avancer. oui. Ces outils, ils vont se permettre de se poser les bonnes questions et de compléter des indicateurs sur, par exemple, la proportion des différentes zones qui composent le projet. Est-ce qu'il y a des surfaces en pleine terre, des surfaces imperméabilisées? On va regarder aussi avec ces outils quel est le choix des espèces végétales.
quels sont les différents aménagements pour les espaces verts, comment sont gérées les eaux pluviales, est-ce qu'il y a des corridors écologiques, est-ce qu'il y a des aménagements type toiture végétalisée. Donc il y a différents outils. Par exemple, l'outil DIAC biodiversité qui a été développé par le CEREMA, il est vraiment conçu pour aider les entreprises et les collectivités à évaluer leurs impacts sur la biodiversité. Cet outil, il propose un questionnaire d'auto-évaluation pour mesurer les pressions, les impacts, les risques, les dépendances et donc la gestion de la biodiversité dans les projets. Et cet outil DIAG propose aussi un guide méthodologique pour intégrer des pratiques durables dans la planification et la gestion des projets. Il y a aussi la grille de Plantécité, qui est un outil qui a été développé en partenariat avec le ministère des Cohésions et des Territoires pour évaluer la biodiversité des projets urbains. Cette grille utilise 20 indicateurs pour mesurer la qualité écologique des espaces et, pareil, guider dans l'intégration de la biodiversité au projet d'aménagement urbain. L'autre outil dont on parle, c'est donc le sésame du CEREMA, qui lui va permettre de sélectionner des espèces d'arbres et d'arbustes à planter en ville ou sur le projet en fonction des services écosystémiques qu'ils rendent ou encore en fonction de paramètres au niveau local comme le climat local. L'enjeu, donc, ça va être d'inclure de la biodiversité au projet d'aménagement. Là, on voit une jolie image issue de l'Adréal Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, le secteur de l'immobilier et de la construction peut aussi avoir un impact positif sur la biodiversité en intégrant la nature dès la conception du projet jusqu'à son utilisation. Là, on voit donc de la végétalisation des bâtiments. On peut imaginer qu'il y a des refuges pour la faune qui ont été faits. On voit des jardins partagés. On voit donc les sols ont été plutôt mis en pleine terre, etc. Donc l'idée c'est de vraiment maximiser le potentiel de nature et de biodiversité à son projet. Rapidement, on voulait faire un mot sur ce document qui a été publié en début d'année à l'initiative de Roclore Entreprises et Biodiversité. Il y a eu des groupes de travail dans le cadre de la stratégie nationale de biodiversité, des groupes de travail transversaux ou sectoriels pour réfléchir donc, à comment mieux prendre en compte la biodiversité. Et là, il y a eu ce document spécifique sur le secteur du bâtiment où ils ont relevé les impacts et les leviers prioritaires pour le secteur du bâtiment. Rapidement aussi, vous évoquez les différents moyens de financement pour les projets d'aménagement liés à la biodiversité, hein. Donc, il y a différents programmes liés à l'Europe pour permettre des financements. Donc, on connaît le programme LIFE, hein, qui est l'instrument financier pour l'environnement de la Commission européenne, hein. Donc, c'est un levier assez important. Il est doté de 5,43 milliards d'euros sur la programmation 2021-2027. Donc, on voit qu'il peut financer de nombreux projets qui vont axer sur l'innovation, la démonstration des bonnes pratiques, la possibilité d'être réplicable, la contribution significative aux objectifs de l'Union européenne sur la protection de la biodiversité. Un exemple, donc il y a le projet Life Artisan, donc accroître la résilience des territoires au changement climatique par l'incitation aux solutions adaptées fondées sur la nature. Donc, c'est un projet piloté par l'OFB, qui vise à démontrer et à valoriser le potentiel des solutions d'adaptation fondées sur la nature pour accroître la résilience des territoires face au changement climatique. On a aussi le Fonds européen au développement régional, le FEDER. Donc, par exemple, un exemple de financement, c'est par exemple un projet de gestion alternative de la végétation sous les lignes de haute tension portées par RTE. Donc, ce projet visait à préserver la biodiversité en adoptant des pratiques de gestion écologique des espaces sous les lignes. On a le FEADER, hein. Le FEADER, c'est plutôt un financement pour le développement rural. Donc, c'est soutien politique de développement rural. Donc, ça s'inscrit dans la PAC, la politique agricole commune. Euh, Au niveau national, on a le fonds vert, hein, comme évoqué plus tôt. Donc, des aides aux collectivités, à la partenariat privé et public. Un exemple de financement, ça pourrait être par exemple la végétalisation d'une cour d'école. Donc, pour renaturer, désimperméabiliser les espaces publics. Donc,
Ça permet de lutter contre les îlots de chaleur urbains, améliorer la gestion des eaux de pluie, enfin, toutes ces choses-là. Ensuite, l'ADEME hein, fait des financements aussi. Il y a pas mal de financements. Et l'agence de l'eau, les agences de l'eau aussi ont de multiples programmes d'intervention. Par exemple, des projets innovants dans le domaine de l'eau, de la biodiversité, la restauration de continuité écologique des cours d'eau, la restauration des zones humides, contribution aux objectifs de limitation de pollution diffuse. Enfin, voilà. Donc, il y a pas mal de financements possibles. Et après, il faut évidemment connaître, examiner les critères d'admissibilité, les exigences qu'il faut pour pouvoir demander ce financement. Mais voilà. Donc, ensuite, on va partir sur la deuxième partie, donc les outils pour pérenniser la gestion de la biodiversité. Donc, en fait, dans le guide, ça se présente plutôt sous forme de fiches où on prend les outils, on explique un peu les différents éléments. Donc, ces différents outils, donc c'est ceux qui sont évoqués ici. Pareil, on va pas revenir sur tous, mais on va en prendre certains. Donc, il y a différents types de contrats, des contrats pour le foncier, des contrats sur la gestion de l'aménagement et on va vous présenter aussi les différentes labels et certifications qui peuvent exister. Donc, tout Étienne, d'abord, je oui, peux te poser une question au passage. Je bien vois que vous sûr. donnez pas mal d'éléments et notamment des liens Internet. Je me fais Ouais, le relais du chat où Isabelle nous pose la question, est-il prévu d'avoir les slides? bien sûr, c'est possible de vous envoyer les slides, il n'y a aucun souci. Aussi, les liens, je pense qu'ils peuvent exister aussi pour la plupart dans le guide sous format PDF qui est téléchargeable sur le site. Et enfin, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr. Donc moi, je voulais faire un focus sur les ORE, les obligations environnementales, qui est un outil très intéressant pour la protection de la biodiversité, notamment dans les projets d'aménagement. Donc en fait, cet outil, il provient d'une volonté qui a été émise par différents instituts, notamment le Comité opérationnel Travers Bleu, dans un rapport en 2010 qui appelait à la mise en œuvre d'un outil contractuel s'inspirant des servitudes du Code civil et pour garantir la pérennité des actions de la biodiversité. On a aussi le CESE en juin 2011 qui recommandait d'offrir aux citoyens de nouveaux moyens d'agir en faveur de la biodiversité via des engagements dits volontaires. Donc, suite à tout ça, il y a lors de la loi pour la biodiversité de 2016, l'ORE a été introduite dans le Code de l'environnement. Donc, c'est un outil contractuel, un contrat qui permet vraiment une souplesse, une grande adaptation aux différents enjeux environnementaux qui peuvent exister. Donc, la finalité de ce contrat, c'est vraiment la conservation ou la restauration des fonctions écologiques d'un milieu, donc c'est-à-dire les processus biologiques qui permettent de faire fonctionner et de maintenir un écosystème. Donc, au sein de ce contrat, qui est un contrat qui peut durer jusqu'à 99 ans, hein, donc on voit bien que ça permet le, la gestion pérenne sur le long terme. Donc, ce contrat, il y a différentes parties. Bien sûr, il y a un propriétaire, donc propriétaire du foncier, hein, qui peut être public ou privé, et un co-contractant qui, pour le coup, a différentes obligations. Ça peut pas être tout le monde. Ça peut être soit des collectivités publiques, donc l'État ou une collectivité territoriale, ou alors un établissement public, par exemple les EPCI, les agences de l'eau, l'OFB, le Conservatoire du littoral, ou encore une personne privée agissant pour la protection de l'environnement. Donc, bah, ça sera les associations de protection de l'environnement ou différentes fondations. Euh, ce contrat, il doit avoir une forme authentique, c'est-à-dire qu'il doit passer par un notaire, hein, s'il est signé par un notaire. C'est vraiment pour renforcer la preuve de l'existence de l'ORE. Qui, et ça a vraiment son importance parce que la grande spécificité de ce contrat, c'est qu'il n'est pas lié aux personnes, mais il est lié au foncier. C'est-à-dire que le propriétaire qui vend son bien ou qui décède et le bien arrive et est transmis par héritage, ce qui peut arriver hein, quand le contrat dure 99 ans, le contrat ne sautera pas, il existera, il est vraiment lié au foncier. Euh, ce, c'est ce qui est important à dire, c'est aussi que les ORE doivent être enregistrés au service de la publicité foncière. Et là où normalement il y a une taxe sur cette chose-là, c'est vraiment exonéré de ces taxes sur la publicité foncière. Euh, sur les questions de taxes, bon, je reviendrai après. Euh, les obligations qui peuvent être mises au sein de ce contrat sont de plusieurs ordres. Donc, tout d'abord, il y a les obligations pour le propriétaire. En fait, lui, il va s'obliger en signant l'ORE, à être soit actif, c'est-à-dire à planter, à restaurer les sols, planter des haies,
soit à ne pas faire des choses, c'est-à-dire ne pas construire, ne pas artificialiser, ne pas détruire, ne pas utiliser de produits phytosanitaires, par exemple. C'est vraiment des obligations de cet ordre. En revanche, à l'inverse, le contractant, il va avoir des engagements qui peuvent être financiers, mais en général aussi, on a souvent des engagements d'action directement sur le terrain ou souvent de conseils, hein, l'apport d'une expertise, donc expertise sur la connaissance du terrain, des enjeux environnementaux qui existent. Il peut y avoir la mise en œuvre d'un inventaire ou d'un suivi écologique, ou bien encore différents conseils sur les actions qui peuvent être mises en place. C'est vraiment une idée de collaboration collective. Donc là, on a une petite slide sur les différentes étapes de mise en place très rapidement, hein. Donc, identifier le patrimoine à protéger, etc. C'est un peu ce que j'ai dit avant. Il peut exister des freins, donc il peut y avoir des coûts initiaux à mettre en place, c'est normal pour la gestion de la biodiversité. Il y a un besoin de surveillance continue et ça peut limiter l'utilisation future des terres, bien sûr. Mais c'est aussi un avantage, ça, parce que ça réduit les conflits d'usage et des terres, et du coup, ça vraiment fonctionne sur la protection de la biodiversité. Ça permet aussi de collaborer entre différents acteurs qui ne vont pas forcément se rencontrer de base. Et comme je le disais, il y a des exonérations fiscales qui peuvent exister. Notamment, les communes peuvent supprimer la taxe sur le foncier non bâti, mais c'est pas encore obligatoire. Nous, au sein du métier biodiversité, on milite pour que ça rentre aussi dans les projets de loi de finances des exonérations fiscales complètes, sachant que si c'est un outil qui se développe en France aujourd'hui de plus en plus, c'est encore plus développé dans certains pays comme au Canada ou aux États-Unis. Pour le coup, il y a énormément d'exonérations fiscales qui sont mises en place. Voilà. Ensuite, le sujet de la label et les certifications, je vais laisser Annabelle vous en parler plus en détail. Donc, pour une entreprise de l'immobilier, obtenir un label ou une certification sur la biodiversité, ça va vraiment permettre de cadrer sa démarche, de faire un suivi et d'être reconnu sur ses engagements. Donc, il y a différents référentiels qui existent pour des projets ou spécifiques sur des bâtiments. C'est des choses des démarches qui sont payantes, qui mettent plusieurs mois à être mises en œuvre et qui exigent donc un suivi régulier. Ça permet aussi pour l'entreprise donc de s'engager officiellement, publiquement, et donc de montrer son engagement environnementalement fort, et de potentiellement attirer aussi des clients, avoir potentiellement aussi d'autres financements, d'attirer des investisseurs sensibles aux enjeux écologiques. Donc là, on vous a fait un tableau pas forcément très lisible comme ça. Ce qui est à retenir, c'est que toutes les certifications et les labels sont donc des démarches volontaires liées à la prise en compte de la biodiversité dans les projets d'aménagement, mais en fait, elles vont avoir des approches ou des objectifs un peu différents. Donc, on a par exemple la certification EFI-Nature qui est très orientée et centrée sur la prise en compte de la biodiversité dans les projets de construction, de rénovation et d'aménagement. Cette certification, elle va reposer sur 80 indicateurs de biodiversité. Et on voit en dessous les certifications Biodiversity, HQE ou BREEAM. Là, ce sont des certifications qui sont un peu plus larges. Il y a la biodiversité, mais il va y avoir également donc des thématiques liées à l'énergie, aux matériaux, ou à la santé ou à l'eau, par exemple. Donc, chaque entreprise va choisir en fonction de ses objectifs quel est le label ou la certification la plus adaptée en fonction de ses activités. Autre moyen de reconnaissance, on a que vous connaissez sans doute, donc le dispositif Entreprise engagée par la nature. C'est un dispositif qui est porté par l'Office français de la biodiversité. Et cette initiative, elle va aider les entreprises à élaborer et valoriser des plans d'action pour la biodiversité. Cette initiative, elle va aussi donc proposer des outils pour vraiment structurer les actions. Donc, la première étape, c'est de signer un document avec 10 engagements communs à toutes les entreprises qui signent un engagement donc, pour le dispositif Entreprise engagée pour la nature.
Cet engagement, il va être signé au plus haut niveau de l'entreprise, donc par le PDG, la PDG, la directrice. Ensuite, l'entreprise a 1 an pour déposer un plan d'action spécifique sur la biodiversité. Une fois que le projet est déposé, au bout de 2 ans, l'entreprise va donc réaliser un bilan d'exécution de son plan d'action et l'OFB va évaluer la progression de la prise en compte de la biodiversité. Et à partir de ce moment-là, l'OFB va délivrer un niveau de reconnaissance de l'engagement. Donc, c'est une démarche, pour le coup, qui est gratuite. Voilà, l'entreprise choisit si elle a besoin d'un label ou d'un dispositif pour montrer son engagement et suivre la biodiversité. Oasis Nature, on en parle plus On tard. parlera. Ouais. Oui, oui, on en parlera plus tard. Adrien nous expliquera en détail ce sujet. Euh, là, c'est la troisième partie. Donc, faire vivre le projet et favoriser l'épanouissement de la biodiversité. Dans ces thématiques, on va vous parler notamment des conventions de gestion pour protéger et gérer durablement la biodiversité. Convention de gestion, c'est encore une fois tout simplement un contrat, un document contractuel pour fixer des responsabilités et des engagements entre des parties pour la protection des modalités de gestion de la biodiversité. Le but, c'est vraiment de préserver l'intérêt écologique d'un site sur une durée qui va être déterminée. On va avoir un propriétaire, un promoteur immobilier, une entreprise, une association, une collectivité, qui vont discuter ensemble, et un gestionnaire, donc public ou associatif, encore une fois. Euh, c'est nécessaire pour la mise en place de ce document d'identifier les enjeux de biodiversité du site, analyser la pollution du sol en amont, bien sûr, et il va y avoir ensuite une négociation sur les termes de la convention dans lequel il va y avoir des objectifs clairs pour la biodiversité. On peut, par exemple, la conservation des habitats naturels, de la flore, la préservation des espèces menacées, une gestion durable des écosystèmes, une réduction de l'impact environnemental de l'aménagement, et pourquoi pas, mise en place de sensibilisation et d'implication de la communauté locale dans la protection de la biodiversité. Ici, on vous parle des différentes étapes de mise en place, donc identifier les enjeux, comme je disais, négocier les termes, euh, il faut une appropriation par les autorités compétentes et les différentes parties prenantes locales. Ensuite, il va y avoir une mise en œuvre des actions de conservation et de gestion. Puis une surveillance, hein, c'est très important, bien sûr, une surveillance et une évaluation régulière de l'efficacité de la convention pour pouvoir faire durer ça sur le moyen et long terme. Il peut exister différents freins, comme l'encoût financier pour la mise en œuvre et la surveillance de la convention. Il faut respecter les obligations contractuelles sur le long terme, hein. Si une des parties ne respecte pas son engagement, la convention de gestion va casser. Et puis du coup, il peut y avoir des négociations un peu compliquées. Annabelle, vous présentez un exemple de convention de gestion sur lesquelles il connaît bien. Annabelle, vas-y. Oui, alors c'est un exemple. Donc là, c'est pour la création de jardins partagés avec le ZEF, qui est donc la scène nationale à Marseille. Donc, ça peut être aussi une convention, ça peut être pris pour, par exemple, un bailleur social qui voudrait faire un jardin partagé et qui va déléguer la gestion du jardin à une association. Donc là, le ZEF a signé une convention avec la mairie de Marseille sur la création et la gestion de la biodiversité et du jardin partagé. Donc l'objet de la convention, eh ben, l'objet, il va détailler la localisation du site, la superficie, on va dire 1500 euh, hectares. On détaille la superficie. L'objet va aussi détailler la mise à disposition, par exemple, du site à titre gracieux pour cette association en tant que usage jardin collectif. La convention va donner les conditions, les contributions, par exemple, de la ville de Marseille. Donc, la ville de Marseille va fournir un compteur d'eau, une arrivée d'eau, un diagnostic de la pollution des sols, et la mairie va également faire des dotations de plantes. Imaginons 150 plants issus de la pépinière de la ville annuellement.
Ils mettent, par exemple, chaque plan a une valeur de 12 euros et donc l'association va, dans son bilan financier, inscrire le montant de ses contributions de la ville. Les conditions de résiliation, la convention, elle va bien spécifier les différentes options. Donc ça, c'est à imaginer, vous, avec votre partenaire. En cas de non-respect de la convention, suivi s'il y a donc une lettre recommandée qui dit on résilie le projet et par exemple un délai de 3 mois avant exécution de la résiliation. On peut dire aussi s'il y a un délai, une faute grave, c'est résilié au bout de 15 jours. Ou si on a besoin, dans le cas de la mairie, de récupérer le terrain pour un terrain général, pas besoin de justifier, le terrain sera remis à la mairie. Donc, ensuite, la convention de gestion de biodiversité va vraiment spécifier quelles sont les activités autorisées sur le site. Par exemple, dans le cas d'un jardin partagé, on va dire, eh bien, les activités, ça va être le jardinage et l'entretien des surfaces collectives avec des familles et des personnes en insertion. On essaye de préciser un maximum. L'association pourra organiser des événements festifs et culturels, mais ces événements devront être soumis à validation de la mairie ou du bailleur social dans le cas d'un bailleur social. On peut dire que voilà, on a besoin de savoir, d'avoir un calendrier régulièrement mis à jour et que, il y a un collectif constitué de jardiniers qui doit être vraiment établi pour animer des réunions et animer le jardin. Et que ce jardin doit être animé en période, enfin, avec des interlocuteurs et des associations autres locales. Ensuite, sur les obligations d'une convention, par exemple, dans ce cadre-là, c'est l'assignation de la convention, la signature vaut acceptation de la charte jardin partagé, donc des obligations de gestion de la biodiversité à suivre. Et puis, ça peut être aussi s'engager à avoir un jardin qui est ouvert, qui travaille avec des structures éducatives et sociales, et on met en place d'autres événements pour voilà, favoriser l'inclusion et la participation. On va aussi préciser, par exemple, si on a besoin d'un rapport annuel et de dans quelles conditions sera fait le suivi sur la biodiversité. Voilà en gros les différentes choses qui peuvent être mises dans la convention. C'est vraiment quelque chose qui est fait au cas par cas avec entre vous, l'association et vous allez définir combien de budget, quelles sont les conditions, etc. Euh, Voilà, autre élément important pour faire vivre la biodiversité, c'est de vraiment créer une culture, on va dire, de la biodiversité. Pour créer une culture de la biodiversité, eh bien, l'entreprise peut organiser de la sensibilisation, des formations, des ateliers sur cette biodiversité. On peut cibler soit directement des services qui sont directement concernés par la biodiversité ou d'autres services pour élargir et vraiment favoriser une culture d'entreprise. Ça peut être des formations spécifiques du type on va former sur le zéro pesticide, sur la gestion de l'eau, ou vraiment plus largement sur les enjeux de biodiversité ou pourquoi l'entreprise s'engage à de la biodiversité. Et c'est intéressant aussi pour partager les bonnes pratiques entre différents services, par exemple, et échanger sur la biodiversité, sur la gestion, bien sûr aussi sur les difficultés de mise en œuvre, pourquoi pas. Donc, la formation, très importante. On a aussi pour faire participer les salariés les sciences participatives. Donc ça, c'est la slide suivante. Des sciences participatives, il y a différents protocoles qui existent. Donc, en tant qu'entreprise, vous pouvez aller sur Open Science Participative et choisir le protocole qui vous intéresse. L'idée, c'est d'impliquer des salariés qui sont aussi des citoyens
dans cette culture d'inventaire, de biodiversité. Ça permet donc faire un processus de suivi de sciences participatives avec ses collaborateurs. Ça nécessite, en termes de budget, c'est essentiellement du temps et ça peut être quand même une formation à ce protocole pour être sûr de bien le remplir et donc d'aider le muséum della Botanica ou le réseau Viginature en fournissant des données scientifiquement valables. Donc, il y a une formation au protocole. C'est vraiment plutôt donner du temps à ses collaborateurs pour pouvoir faire ces suivis naturalistes. Ça va vraiment permettre de renforcer la connaissance sur la biodiversité et de proposer un projet porteur de sens aux salariés. Et également, potentiellement, de créer du lien avec des associations locales. Merci beaucoup, Annabelle. Du coup, là, je vais laisser Adrien prendre la parole pour son retour d'expérience et discuter un peu de Domitis et de son partenariat avec Humanité et Biodiversité. Merci Étienne. Effectivement, je vais peut-être revenir en quelques mots sur Domitis, tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc, Mhm. Domitis, nous, on est des résidences services seniors, donc construit les résidences et on les exploite, on les gère. Euh, voilà, donc deux volets, promoteurs et du coup exploitants de ces résidences. Qu'est-ce qu'une résidence service senior? C'est une résidence qui accueille des seniors pour qu'ils puissent venir y vivre. Chez nous, c'est à peu près entre 110 et 120 appartements par résidence, avec une base de locaux de service, on appelle ça en rez-de-chaussée, qui peuvent aller du restaurant à la piscine, un accueil, salle de sport ou autre, avec autour de ces bâtiments. Du coup, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Des espaces extérieurs qui peuvent être plus ou moins grands en fonction du positionnement de la résidence dans un environnement très urbain, très citadin, ou alors au contraire plutôt champêtre, avec des entre-deux, périphérie de ville ou autre. Les extérieurs chez Domitis, on tient à ce qu'ils soient présents pour la qualité de vie de nos résidents. On est sur en moyenne près de 3000 mètres carrés d'espace extérieur voilà, qui constitue le jardin principalement. Donc sur ces 185 résidences qu'on a d'ouvertes aujourd'hui, on a pu en faire labelliser une partie grâce du coup au partenariat avec l'association Humanité Biodiversité, partenariat qu'on a mis en place en avril 2021 et qu'on a du coup mis en place pour 2 ans, qu'on a renouvelé une première fois pour 2 ans qui nous emmène jusqu'à avril 2025 et qu'on espère renouveler à nouveau pour 2 années supplémentaires. Ce sera effectivement sujet de discussion des mois à venir. Euh, dans le cadre de ce partenariat, alors peut-être revenir sur la genèse du partenariat, pourquoi on a voulu se rapprocher de cette association et pourquoi on travaille avec eux aujourd'hui. Le premier objectif, c'était de valoriser les pratiques de gestion durable des espaces verts qu'on avait déjà mis en place depuis 2015 au sein des jardins des résidences du groupe et espérer pouvoir valoriser ces pratiques, mettre en avant le travail des équipes avec une certaine reconnaissance et donc pouvoir du coup décrocher un label entre guillemets, donc les Oasis Nature en l'occurrence. Deuxième objectif de ce partenariat, c'était de mettre en place des actions complémentaires auxquelles on n'aurait pas forcément pensé nous. Euh, et donc du coup, on a la matière qui a pu être apportée par l'association pour nous accompagner dans cette gestion. Et puis enfin, c'était sensibiliser sur les actions qu'on a pu mettre en place, sensibiliser nos clients, sensibiliser nos collaborateurs, mais aussi sensibiliser nos partenaires. Donc ce partenariat, du coup, mis en place depuis avril 2021, comme je vous le disais, il est constitué de deux volets. On a un premier volet qui est plutôt du mécénat, et puis un deuxième volet qui est plutôt de l'accompagnement, qu'on définit nous, comme la prestation de service. Là, effectivement, il y a un gros volet Oasis Nature à l'intérieur de ça. Donc, qu'est-ce qu'une labellisation finalement? Donc, les résidences qui sont volontaires peuvent revenir vers nous, moi je les renvoie pardon, à l'association. Et donc, du coup, elles peuvent faire labelliser leur jardin. Donc, du coup, ça se passe comment? Ben, c'est l'association qui vient sur place, qui organise une animation sur le site au travers de conférences, ateliers, suivant la demande du site, et puis des envies aussi des résidents qui sont sur place ou des animateurs qui sont sur place. Et puis, du coup, à la fin de cette conférence, cet atelier, derrière, on va avoir la pose du petit panneau Oasis Nature, qu'on aperçoit d'ailleurs sur une des photos là
avec le pot en orange au premier plan. Et puis c'est suivi d'un temps d'échange autour d'un petit goûter et d'un verre de l'amitié pour continuer à échanger entre l'association et les, euh, les résidents qui habitent sur site. On a d'autres effectivement événements qui sont organisés après ces oasis nature. On peut avoir des ateliers, des conférences ou des sensibilisations pendant toute la durée de vie de la résidence une fois qu'elle a été labellisée. Euh, on va avoir aussi, à côté de ça, un travail sur le cahier des charges de conception qui est mis en place entre mon service et l'association qui nous accompagne sur la création des jardins dans les nouvelles résidences qui ne sont pas encore sorties de terre, sensibilisation de la gestion des sites en termes d'entretien. Euh, L'association participe aussi au jury du concours des balcons fleuris que l'on organise inter-résidence une fois par an. Donc cette année, on a eu 69 résidences qui ont participé et du coup, l'association remet son prix, le prix Humanité Biodiversité pour le balcon qu'elle aura trouvé le plus adapté, le plus qualifié pour recevoir ce prix au travers des exigences qui sont, euh, qui sont les leurs. On participe aussi à des cafés débats, webinaires comme là, où on interagit ensemble. Mais là, effectivement, c'est un autre volet. Donc aujourd'hui, on va avoir quasiment 50 résidences qui sont labellisées, en tout cas 50 jardins qui sont labellisés. Et on continue effectivement toujours en labellisé sur la base de ce volontariat. Et puis après, bah, comment ça se passe euh, d'une manière on va dire très administrative. Donc voilà, moi je suis le point d'entrée chez Domitis. En face, côté association, on a Charlotte Ulry qui travaille et qui est le point d'entrée également. C'est vraiment un relais qui se fait de l'un à l'autre avec des points réguliers, plus ou moins une fois par trimestre, qui nous permet d'échanger, d'avancer sur l'objectif du partenariat, puis de voir effectivement que chacun il trouve son compte avec au final un souhait de renouveler ce partenariat très prochainement, je l'espère. Voilà pour cette présentation, Étienne. Si jamais tu as des questions, tu veux que Merci, je complète, n'hésite pas. merci beaucoup, Adrien, hein, c'était très complet. Merci beaucoup. Là, en conclusion, on vous a présenté différents éléments de mise en place d'actions volontaires, hein. C'est souvent ça, hein. C'est vraiment l'idée que les entreprises mettent en place des mesures de protection de la biodiversité de manière très volontaire, que ce soit en amont du projet au début ou pendant le projet ou vraiment pour des sujets pour la suite. Euh, c'est vraiment important on a vu qu'il y ait une collaboration entre toutes les parties prenantes pour que les résultats soient durables et tiennent dans le temps. Donc j'ai vu qu'il y avait, oula, pardon, j'ai vu qu'il y avait voilà, différentes questions qui avaient été posées, pas tant que ça. Ah bah Michel Souchet qui nous demande, Adrien, si vous avez des retours des résidents au sein des résidents 2010. Alors oui, on a des retours, des résidents qui sont plutôt satisfaits de ce qu'ils voient, qui sont même plutôt partie prenant et qui sollicitent, comme on le disait tout à l'heure, des retours de l'association sur place dans les résidences qui sont déjà labellisées. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a mis en place dans le renouvellement de notre partenariat au bout des 2 premières années, puisqu'on n'avait pas forcément imaginé ça. Effectivement, des résidences déjà labellisées avec des résidents qui voudraient plus d'infos, plus d'actions sur leur résidence. Et donc, du coup, dans le renouvellement de ce partenariat pour les 2 années en cours, on a inclus des actions complémentaires, des visites complémentaires de l'association pour ceux qui le souhaiteraient au travers de conférences, d'ateliers voilà, de création aussi. Je sais qu'il y a des choses au travers de poésie, le tout pour parler de l'engagement, pour parler du végétal, pour parler de développement durable. Tout ça animé par l'association. Donc, c'est plutôt des retours positifs. Ça répond un peu à la question d'Isabelle Couradin qui demandait si les résidents pouvaient participer. Donc oui, ils sont appelés à Complètement. participer même. Oui, oui, ils sont appelés à Euh, participer et on a entre, on va dire une quinzaine et une vingtaine de résidents généralement qui participent au début à la mise en place du label et qui ensuite sont derrière partie prenante pour avoir toujours plus d'animation au travers effectivement de ce que l'association peut proposer. on avait également Rémi Duberson qui nous disait que dans la méthodologie de prise en compte de la biodiversité des projets d'aménagement, on ne voit pas la thématique des atteintes importées ou indirectes du fait de la nature de l'aménagement de ces fonctions. C'est vrai qu'on s'est focalisé sur les outils hein, qui sont
cadrer directement sur le projet d'aménagement. Annabelle, est-ce que tu as des éléments tu voudrais Non, répondre à ça ça, par également? exemple, si on va rechercher les produits issus par exemple, si on regarde la déforestation importée, Hmm, mais ça va être sur quand les entreprises vont vraiment regarder leurs impacts et leurs dépendances. Et donc là aussi, il y a d'autres outils comme le SR. Enfin, il y a différents outils qui permettent de prendre en compte ces sujets-là, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui effectivement. existent et qui sont présentés, il me semble, dans la publication aussi. Isabelle Coindin qui nous invitait aussi à aller s'intéresser à la fresque de la biodiversité. Je trouve que c'est Oui. un outil intéressant, bien sûr, Et pour la donc, sensibilisation. c'est ça, quand on parlait de formation, il y a les formations et après, on peut imaginer plein Hmm, d'ateliers, donc des sorties nature, des fresques de la biodiversité ou plein d'autres choses pour manipuler et vivre des bonnes expériences avec la biodiversité et avoir envie d'agir dans son entreprise. très bien. Et Michel Souchet qui demande si HB peut être co-contractant RE. Et ben, c'est un sujet qu'on est en train de travailler au sein de l'association. Fortement, on voit que le sujet monte tellement qu'on voit si nous-mêmes on pourrait être co-contractant. Euh, pour le moment, on voit pas trop de choses qui nous en empêcheraient. Donc, effectivement, on travaille, notamment, on a des partenaires qui sont intéressés pour travailler avec nous à ce niveau-là. Je vois pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Un rapide point agenda. Humanité Biodiversité, on sera présent demain et après-demain au Forum Biodiversité et Économie de l'OFB qui sera à la Villette. Notamment en la session de plénière de fermeture où notre directrice interviendra. On a également aussi un atelier où le sujet des destinations sera un peu abordé. L'atelier entreprise, comment accueillir la biodiversité sur vos sites, jeudi de 14h à 15h. Bon, je ne vais pas vous faire tout le truc, c'est sur notre site, hein. On a aussi, Annabelle et moi, on sera présents sur un atelier pour présenter en partie notre guide, avec aussi également le bureau d'études Biocénis, qui je crois est dans les participants aujourd'hui. Merci à eux d'être présents. Donc pour présenter les méthodes pour assurer une gestion durable de la biodiversité dans les projets d'aménagement. Et au même moment, il y a une administratrice, Sylvie Bénard, une administratrice d'Humanité Biodiversité, qui sera autour d'une table sur la mobilisation des dirigeants et des leaders pour une stratégie biodiversité. Voilà. Annabelle, si tu as des éléments de formation d'entreprise et de biodiversité les 16 et 17 décembre. Voilà, c'est ça. Donc, pour plus d'informations, vous allez sur mon profil LinkedIn ou sur mon site internet. Mais c'est une formation de 2 jours pour les professionnels de l'immobilier ou pas, pour vraiment intégrer la biodiversité à sa stratégie d'entreprise, bien connaître les enjeux et savoir donc répondre à ces nouvelles exigences internationales, européennes et françaises sur la maîtrise et la connaissance des impacts sur la biodiversité. Merci beaucoup. Je vous invite aussi, si vous le désirez, à télécharger notre guide hein, sur le site internet d'Humanité Biodiversité. Et si vous le souhaitez en format papier, vous pouvez aussi nous contacter hein, à l'adresse contact d'Humanité Biodiversité que vous trouvez aussi sur le site internet pour l'avoir en format papier. On a quelques exemplaires qu'on a pu imprimer. Euh, Euh, je- Oui, et vas-y. juste une dernière chose, parce que je vois un commentaire sur la réversibilité des projets d'aménagement. Ah, je En suis fait, passé à on a côté. aussi fait une autre publication, enfin, on a fait plusieurs publications sur l'artificialisation, sur le zéro artificialisation des sols. Hmm. Je Nous, vous... peut-être notamment sur le sujet de réversibilité des bâtiments. Donc, l'autre, c'était... euh, sur t'avais- l'artificialisation dans les projets, la stratégie zéro artificialisation nette pour les entreprises, quelque chose comme ça. Mais Voilà, c'est comment aussi le sur le site. secteur de l'immobilier et de la construction peut-il Ah, s'engager sur Lausanne? Donc, je vous invite aussi à regarder cette publication qu'on a faite oui, il y qui est a aussi sur le site d'Humanité deux, Biodiversité. 3 ans. Merci beaucoup, Annabelle. Bah, merci beaucoup, Annabelle, encore une fois. Merci, Adrien, d'avoir été présent. Et merci à tout le monde d'avoir suivi ce webinaire. On a tenu les temps tout pile, c'est incroyable. Merci beaucoup. Parfait. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.